Bon, eh bien on va commencer alors. Bon, les cadrans solaires, beaucoup les connaissent un peu de loin, je pense, parce que quand pour les connaître de près, c'est bien plus compliqué. Et j'ai déjà fait une conférence, mais il y a 8 ans là-dessus. Comme il y a pas mal de nouveaux, j'ai dit je vais la refaire avec des améliorations. Je vais vous parler un petit peu de l'histoire de la mesure du temps depuis l'Antiquité. Et puis on approfondira un petit peu plus sur l'équation du temps. Donc tout le monde a vu des cadrans solaires. Par contre, pour les lire, c'est très compliqué. Moi, je me suis intéressé aux cadrans solaires quand j'étais jeune. Je restais planté devant cette aiguille. Évidemment, la première chose qu'on cherche à faire, c'est de regarder sa montre et de voir si ça correspond. Et ça correspond jamais. Et on essaie de comprendre, et on ne comprend rien. Donc, c'est comme ça que je me suis dit, il faut arriver à comprendre ce qui se passe. Et je pense que pour pas mal de novices, eh bien, ils rencontrent les mêmes problèmes. Donc, on va essayer d'éclairer un peu tout ça. Alors, je vais vous donner simplement quelques exemples. Souvent, ce sont des cadrans peints. Alors ça, c'est un cadran qui vient du Queyras, de Moline, à côté de Saint-Véran. Là-bas, il y a 300 jours de soleil par an, donc il y a énormément de cadrans dans cette région. Et c'est le voisin d'une de mes amies qui habite là-bas. Il a payé 2000 € pour faire peindre ça sur sa maison. Je ne lui ai pas dit, il est faux de 20 minutes. Cher 20 minutes. Parce que mon premier réflexe a été de vérifier. Et puis, tous les cadrans solaires que l'on voit sur les murs, ils sont tous gradués, j'y reviendrai, à l'heure locale du soleil. Donc, pour retrouver l'heure de la montre, on verra que c'est compliqué. Voilà, c'est toujours, ça c'est à Saint-Véran. Alors, souvent, alors, ça aussi, il faut que ça soit bien fait quand on peint sur un mur. Il faut que, c'est comme une fresque, il y a toute une préparation à faire, parce qu'avec les UV du soleil, au bout de 10 ans, on ne voit plus rien. Donc il faut que ça soit très bien fait, sinon ça s'efface tout de suite. C'est comme ça que j'ai été amené à refaire celui de la mairie de Coubon. Il était totalement effacé. Voilà, le temps passe le bien. Vertical, toujours des cadrans verticaux. Alors il existe aussi des cadrans horizontaux qu'on peut mettre sur une table. Alors ils ont l'avantage de pouvoir être gradués sur une plage beaucoup plus grande, parce que sur un mur, le maximum qu'on puisse avoir, c'est 12 heures. Alors qu'au sol, on peut avoir en été de 4 heures du matin jusqu'au coucher du soleil. Encore un exemple, ça c'est la cathédrale de Strasbourg. Il y a un cadran magnifique, immense. Donc j'ai été obligé de retoucher la photo, le trapèze, parce que ça monte beaucoup. Hein. Et celui-là, il a le cadran vertical déclinant, parce que c'est pas plein sud, hein, cette façade. Elle est un peu tournée vers l'est. Là, ça indique la hauteur et l'azimut du soleil. Et ici, ça indique les heures de coucher et de lever du soleil. Il est chiadé celui-là. Et puis, quand on rentre dans la cathédrale, je vous le montrerai dans l'évolution de la mesure du temps, il y a une horloge astronomique fabuleuse à Strasbourg. Celui-là, certains doivent s'en rappeler, c'est Saint-Michel d'Observatoire. C'était notre premier voyage là-bas dans le Roussillon, dans un cadre magnifique. Alors tout ça, je vous expliquerai. Celui-là, il a des courbes en 8, ça s'appelle des analèmes. On expliquera également à quoi ça sert. Ça, c'est un cadran qui est en Inde, à Jaipur. Il y avait un Maharaja qui était passionné d'astronomie, et il avait les moyens, il en a fait un gigantesque de 27 mètres de haut. Alors ça, c'est le style, Oignomon, l'arête du mur.
Et ici, donc c'est le même principe que le cadran de Saint-Julien-Chapteuil. Il y a la tige avec l'angle correspondant à la latitude du lieu. Et ici, on a le cercle. Et donc, il a fait un très grand cadran pour avoir une grande précision. Mais en fait, quand vous avez l'arête, si vous regardez le mur d'une maison, d'un immeuble, et l'ombre portée au sol, elle est un peu floue. Et finalement, c'est pas aussi précis qu'on pourrait l'espérer, parce que c'est l'atmosphère qui fait la diffusion de la lumière. Voilà. Alors depuis la nuit des temps, les hommes, ils ont essayé donc de mesurer le temps et justement de se repérer. Ils ont vu que les saisons revenaient à intervalles réguliers, il y avait des crues, des inondations, des floraisons. Donc, il était intéressant de mesurer le temps et l'année. Donc, ils ont trouvé l'explication en regardant le soleil. Le jour, on y reviendra, la course du soleil nous donne des informations intéressantes, la hauteur du soleil et sa position. La nuit, on se repérait avec la lune, on a fait des calendriers. Le problème, c'est que la Terre, pour faire un tour du soleil, elle ne met pas un nombre entier de jours, c'est 365,242, et la Lune 29 jours 53 en moyenne. Donc ça pose un problème pour les calendriers, c'est pour ça que on a créé l'année bissextile. Et puis en 1582, le pape Grégoire XIII, c'est ça, a modifié le calendrier, et on a sauté à ce moment-là 10 jours au mois d'octobre, parce que les années bissextiles, on les comptait tous les 4 ans, et donc on a fait une correction. On a fait une correction pour que les années séculaires, c'est-à-dire les années qui se terminent par multiple de 100, on ne compte pas l'année bissextile. Par contre, celles qui sont multiples de 400, on les compte. Alors, par exemple, en 1600, on a compté une année bissextile, on ne l'a pas compté jusqu'en l'an 2000, et si vous vous rappelez, en l'an 2000, on l'a compté. Par contre, en 2100, 2200, 300, on ne la comptera pas. On la comptera en 2400. Malgré tout, ça fait encore une erreur de 3 jours sur 10 000 ans. Voilà. Alors là, maintenant quand vous regardez le sud, vous êtes, enfin pour nous à l'hémisphère nord, quand on regarde le sud, donc on voit la course du soleil. Ici, c'est à peu près les heures pour le 45e parallèle. On est à peu près au milieu, à mi-chemin entre l'équateur et le pôle Nord. Et donc, au mois de décembre, on a les jours les plus courts. Tout ça, on le voit habituellement avec le géorama, tout ça. Les équinoxes de printemps et d'automne, on a 12 heures de jour, 12 heures de soleil, de nuit. Et enfin, au mois de juin, le solstice d'été, ici, on a pratiquement 16 heures de jour et 8 heures de nuit. Donc vous voyez bien que la hauteur du soleil va varier en fonction de la date, et puis sa position, sa course dans le ciel également, en fonction de la date. Donc on va pouvoir, et du moment dans la journée, donc on va pouvoir, à la limite, je vous montrerai un exemple, avec un cadran solaire, c'est celui que j'ai fait qui est en aluminium, avec une lentille, il y en a, je vous le montrerai tout à l'heure, il permet à la fois d'avoir l'heure et la date dans l'année. Justement, juste en utilisant ces différentes positions du soleil vues de notre 45e parallèle. Alors là, je vais vous parler de l'histoire de la mesure du temps. Ça, c'est une photo que j'ai prise au Maroc, dans l'Atlas, dans le Haut Atlas, à 2000 mètres d'altitude. Il y avait un berger qui gardait ses moutons, on faisait une balade. Et qu'est-ce que je vois? À côté de lui, il y avait un bâton. Et bien lui, ça lui suffisait largement pour savoir à peu près quand est-ce qu'il fallait qu'il rentre. Il avait l'heure. Donc,
les premiers cadrans solaires, mais c'est tout simplement un bâton planté dans le sol, et puis donc l'ombre portée se déplace en fonction du moment dans la journée, et la longueur de l'ombre également en fonction donc de la date dans l'année, puisqu'on vient de voir que le soleil était plus ou moins haut dans le ciel. Alors là, je vous ai mis une échelle du temps pour... on va se promener un peu sur cette échelle pour voir un peu les différentes évolutions. Et à un moment donné, je ferai une petite dérivation pour parler des horloges et puis des montres jusqu'à l'horloge atomique. Donc ça, c'est le premier cadran qui a existé. Donc je vous ai remis ici les trois courses principales du Soleil, au solstice d'été, au solstice d'hiver et puis aux équinoxes. Donc on voit bien que en fonction de l'heure, l'ombre va tourner autour du bâton et la longueur va changer également. Évidemment, ces premiers cadrans préhistoriques, ils n'ont pas laissé de traces parce qu'évidemment, il ne reste rien. Ensuite, on a inventé un récipient qui s'appelle une clepsydre. C'est un récipient avec une fuite ici. Et l'intérieur, on remplissait avec de l'eau et l'intérieur était gradué. Alors évidemment, ce n'était pas très précis parce que en fonction du niveau, d'abord c'est une forme conique, et puis en fonction du niveau, la pression à la sortie varie et le débit change. Ce n'est pas un débit constant. Donc cet instrument, il était utilisé lors des procès pour mesurer le temps imparti aux avocats. Et Platon s'était plaint, parce qu'il y en a qui avaient rajouté du miel pour augmenter le temps de parole de l'avocat. L'avantage, c'est que ça pouvait être utilisé même sans le soleil. Alors, à partir de la clepsydre, on a, en 725, je crois que c'est les Chinois qui ont inventé ça, un récipient ici. Alors, en fait, justement, pour éviter le problème de la variation de pression qui change le débit, on a un premier réservoir, un grand réservoir, qui coule ici dans un deuxième réservoir, avec un trop-plein. Évidemment, le débit ici est plus grand que les deux sorties, de manière à avoir le deuxième réservoir toujours avec le même niveau. Ça fait qu'après, ici, la pression à la sortie est constante, donc le débit est rigoureusement proportionnel au temps. Et à ce moment-là, avec un flotteur, on peut commander un mécanisme, et donc l'énergie, finalement, qui faisait tourner ça, c'est l'attraction gravitationnelle. Voilà. C'est la première horloge mécanique. Évidemment, elle marche aussi de jour comme de nuit, donc c'était le gros inconvénient avec les cadrans solaires. Ensuite, on a fait des horloges totalement mécaniques. Alors ici, celle-ci, elle est marrante parce que voilà, donc ici, il y a deux palettes à air, des méga palettes, et c'est des poids, c'est toujours l'attraction gravitationnelle qui assure l'énergie pour faire tourner l'horloge. Alors, évidemment, quand vous faites tomber un corps, il s'accélère. Bon, il y a un peu des frottements, mais il a tendance à accélérer. Donc, pour que ça tourne régulièrement, eh bien, on met un système à palette. Il y a des tourne-broches qui marchent sur ce principe, avec un amplificateur avec des engrenages. Et il arrive un moment où la résistance de l'air est égale à la force qui fait tourner, et on tourne à vitesse constante. Voilà donc le régulateur de cette horloge. Mais bon, ça ne devait pas être d'une grande précision quand même. Alors après, on a fait la même chose, mais avec un balancier. Ce qui est très connu avec les horloges comtoises, par exemple. Ça, c'est l'horloge qui est astronomique. Alors, il y en a deux qui sont
caractéristique à Lyon, il y en a une belle, hein, l'église, la cathédrale Saint-Jean, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vue, et celle de Strasbourg. J'ai bien visité les deux. Et celle-ci, elle indique les heures, les mois, les années, la position du soleil, les fêtes ecclésiastiques, évidemment. Il y a aussi des automates qui sortent avec des mécanismes. Il y a des coques, il y a la Vierge. Ça s'anime 3 fois par jour. Elle fait 9 mètres de haut, quand même. La plus belle, c'est celle de Strasbourg. Alors, celle de Strasbourg, elle fait 18 mètres de haut. Alors, elle a été construite en 1352, c'est extraordinaire ça, parce que quand vous regardez de près, là, c'est fabuleux ce qu'elle arrive à faire, à indiquer. Donc elle a été complètement réparée, restaurée par un certain Jean Baptiste, je ne sais plus comment il s'appelle, Fullinger. Et alors lui, il a travaillé pendant 45 ans. Donc au premier étage, ça indique les heures, les minutes, avec une précision de quelques secondes par an. Après, au deuxième étage planétaire, on a le centre qui indique la position des 5 premières planètes, les phases de la Lune, et la précision est de 8 secondes sur la période de révolution de Saturne. C'est incroyable. Au sol, là, on a un cadran avec le globe terrestre, qui indique le mouvement apparent de la voûte céleste vue de Strasbourg. Attention, vue de Strasbourg. Tenant compte du mouvement et de la précession de l'axe de la Terre. Je ne sais pas si vous imaginez la mécanique qu'il y a derrière. Il indique aussi le mouvement apparent du Soleil en tenant compte de l'équation du temps. J'y reviendrai à ces problèmes d'équation du temps, parce que quand on a abandonné les cadrans solaires au profit des montres, et surtout les montres, les gens ils ont dit ça ne va pas du tout. Ça ne correspond pas à l'heure, vos montres. Parce que les montres, elles tournent parfaitement régulièrement, et l'horloge, le temps donné par le soleil, il varie, justement suivant l'équation du temps. D'ailleurs, les Suisses, ils ont inventé à un moment donné, pour répondre à cette remarque, ils ont inventé des montres avec des cames, un truc très compliqué, qui faisait varier pour que l'heure donnée par la montre corresponde à celle du soleil. Et c'est ce qu'ils ont fait à Strasbourg. Pour la Lune, ils donnent les dates et les heures des éclipses, rien que ça. Un calendrier perpétuel indique évidemment toutes les fêtes ecclésiastiques. Extraordinaire. Bon, après, on est passé à l'horloge atomique. Ça a commencé avec les cristals de quartz, et puis l'horloge atomique, on a utilisé la transition du niveau d'énergie à l'intérieur d'un atome. En 1947, avec la molécule d'ammoniac. Mais très rapidement, à partir de 1955, c'est l'atome de césium qui a été utilisé pour une plus grande précision et stabilité. Donc aujourd'hui, on a 1 seconde pour 3 millions d'années de précision. Donc on est bien loin. Alors après, évidemment, à partir des années 70, on a commencé à avoir des montres électroniques, Seiko. Maintenant, il y a des montres qui disent papa, maman, qui disent plein de choses. C'est incroyable. Et donc, du coup, les cadrans solaires, ils ont perdu totalement leur intérêt premier. Bon, j'ai fait cette... aux montres d'aujourd'hui. On va reprendre l'histoire ici, maintenant, avec le scafé. Donc ça, c'est le scafé, c'est à peu près 700 ans avant Jésus-Christ. C'était une demi-sphère creuse, avec une tige au milieu. Et l'extrémité, donc l'ombre portée sur cette demi-sphère, nous donnait l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est que
ici, on a partagé la journée en 12. La durée du jour en 12. C'est les Babyloniens qui ont utilisé cette partition depuis très longtemps. Je pense que ils comptaient en base 12. C'est intéressant parce que 12, on peut partager en 2, en 3, en 4, en 6. Si vous coupez une tarte, par exemple, en 12, c'est facile, en 4, en 3. Par contre, la couper en 10, c'est plus compliqué. Hein? Donc, d'ailleurs, il nous reste la douzaine d'œufs, la douzaine d'huîtres, etc. Et puis, évidemment, la montre, 12 heures. Ça vient de là. Après, les Grecs, ils ont fait des cadrans qu'on appelait arachnées, parce que ça ressemble à une araignée. Hein, l'ombre portée ici, en fonction des moments dans l'année et de la journée, dessinait des traits comme ça, qui ressemblaient à une toile d'araignée. C'est pour ça qu'on l'a appelé l'arachné. Ça, c'est le cadran canonial. Le cadran canonial, on en voit sur toutes les églises et les monastères, et la tige, elle est perpendiculaire au mur. Ça, à peu près 300 ans avant Jésus-Christ, ça a duré jusqu'au Moyen-Âge, et puis même encore, il en subsiste encore. Alors pourquoi on l'appelle canonial? Bon, la précision est médiocre, parce que le style est horizontal et il est perpendiculaire, c'est ce que je viens de dire. Et donc, la précision est médiocre, mais c'était pas un problème, parce que on l'appelle canonial, parce que c'était fait pour indiquer l'heure des prières. Les canons, c'est les règles, donc les matines, les tierces, les vêpres, les nôtres. Et c'est pour ça que on le voit beaucoup sur les églises et les monastères. Alors, la précision, c'était pas important, puisque de toute façon, tout ce qui émanait à ce moment-là de l'église était la vérité. Donc, on l'entoure toujours. Après, il y a eu le sablier, aussi, surtout utilisé par les marins. Bon, il servait à limiter le temps des sermons aussi au Moyen-Âge. Et dans la marine, parce que, évidemment, dans la marine, on a toujours eu besoin de se repérer, de savoir où on se trouvait. Donc c'était facile avec le soleil de connaître la latitude où on se trouvait dans l'océan. Parce qu'il suffit de mesurer, avec un sextant, mesurer la hauteur du soleil au-dessus de l'horizon. Et on va pouvoir en déterminer la latitude. Par contre, la longitude, c'est compliqué. La longitude, il faut mesurer le temps. Et depuis le point de départ, où on savait où on était. Et tous les systèmes à balancier, avec les bateaux, ça allait pas bien. Hein. Donc, on avait des sabliers qui tenaient 4 heures, tout le quart. Quand on est dans la marine, on fait un quart. Et puis, il y avait l'expression qui était manger du sable, parce que les marins qui étaient du quart, des fois, ils avaient tendance à tourner un peu avant, et on disait qu'ils mangeaient du sable. Voilà. Et puis là, on arrive au cadran, et c'est les Grecs qui ont inventé ça, et on a le cadran actuel aujourd'hui, avec le style qui est incliné, qui sort du mur, qui est incliné et qui est parallèle à l'axe de rotation de la Terre. Et à partir de là, on peut faire quelque chose de correct. Le premier cadran à style tournant, il a été construit en Europe, il y en a en Allemagne en 1477. Oui, bon, l'intérêt c'est que toute l'ombre portée, ici, suit le trait, alors que si vous avez une tige verticale, il n'y a que l'extrémité. Donc, on ne sait jamais où c'est. Ça sort du cadran suivant les moments dans l'année ou dans la journée.
Donc avec ça, on a quelque chose de correct. Voilà, ça c'était les cadrans. Alors, jusqu'au 19e siècle, les hommes et les animaux vivaient au rythme du soleil. Quand il faisait jour, on travaillait, quand il faisait nuit, on dormait, les animaux aussi. Et puis, ça allait très bien. Quand le soleil passait au méridien, c'était midi, le milieu de la journée. Bref. Quand on était à Strasbourg, on se foutait pas mal de savoir quelle heure il était à Brest. Pourtant, il y a 49 minutes de décalage entre Brest et Strasbourg. Puisque la Terre tourne autour de son axe, et ici, on a le soleil avant qu'il arrive à Brest. Donc, avec le développement du chemin de fer au 19e siècle, il a fallu uniformiser l'heure dans tout le pays, puisqu'on a commencé à se déplacer très vite, contrairement à ce qui se passait quand on se déplaçait avec les voitures à chevaux. Et donc, ne serait-ce que pour les correspondances, il fallait que tout le monde soit sur la même base de temps. Donc on a décidé que quand il serait midi à Paris serait midi dans toute la France. Voilà. Pourquoi pas? Donc de ce côté-là, eh bien, la montre était en retard, et de ce côté-là, la montre était en avance. Et jusqu'à cette décision, chacun voyait midi à sa porte. L'expression « voir midi à sa porte », c'est que on avait le soleil qui passait au méridien et chacun voyait midi à sa porte. Et c'est devenu une expression qui signifie que on se préoccupe de son propre intérêt et puis le reste, c'est beaucoup moins d'importance. Les problèmes des autres, on s'en fout un peu. Chacun voit midi à sa porte. Ça vient de là. C'est pour ça que je disais, à Strasbourg, on se foutait pas mal de savoir quelle heure il était à Brest. Alors là, voilà les cadrans modernes, avec le style qui est parallèle à l'axe de rotation de la Terre. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que, comme il est parallèle à l'axe de rotation de la Terre, quand le Soleil passe au méridien local, eh bien, l'ombre est toujours à la verticale. C'est-à-dire que tous les cadrans, vous voyez 12 ici, c'est qu'ils sont gradués à l'heure locale du Soleil. Donc, pour retrouver, c'est là où j'ai commencé à buter, moi. Quand j'ai rencontré des cadrans comme ça, j'ai regardé ma montre et dit comment on peut faire pour retrouver l'heure. C'est pas compliqué. Il faut faire 3 corrections. Il faut rajouter 1 heure ou 2, suivant qu'on est en été ou en hiver. Il faut rajouter le décalage dû à la longitude, puisque nous, par exemple, ici, on est à 4 degrés à l'est de Greenwich. Ah oui, parce que j'ai sauté un truc là. Les Anglais avaient gagné. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. C'était écrit, non? Je sais pas. Il y a une diapo où on a vu Londres. Ah ben j'ai sauté, ouais. Ouais, parce que les Anglais ils ont fait la même chose. Quand c'était midi à Londres, c'était midi dans tout le Royaume-Uni. Et puis très rapidement, il a fallu définir un méridien d'origine pour le monde entier. Et on s'est battu un peu avec les Anglais, et once again, ils ont gagné. Donc maintenant, le monde entier est calé sur Greenwich. Alors, nous, pour retrouver l'heure, il faut rajouter 1 heure, parce qu'on est tout le temps décalé d'1 heure, même en hiver. Et l'été, depuis le deuxième choc pétrolier, je crois que c'était sous Giscard, en 75. 73 ou 75, je ne sais plus. C'est Giscard qui a inventé ça. 13. Et eh bien, on a introduit l'heure d'été. Ça fait que maintenant, il faut, l'ombre lui, il faut rajouter 1 heure ou 2. Mais ça ne suffit pas. Comme on est 4 degrés à l'est, comme la Terre fait un tour en 24 heures, 360 degrés divisé par 24, ça fait 15 degrés. Toutes les heures, on fait 15 degrés. Donc 4 minutes tous les degrés. Donc nous, il faut qu'on enlève 16 minutes ici au puits.
Donc vous êtes en été, vous rajoutez 2 heures à l'ombre lue, moins 16 minutes, 1h44 à rajouter à l'ombre lue. Mais ça ne suffit pas encore. Hein? C'est ce que je viens de dire, 4 minutes par degré. Et il faut encore rajouter l'équation du temps, qui est une courbe, je reviendrai plus en détail, c'est la courbe en rouge de correction. Alors il faut avoir ça en tête, les valeurs en tête. Vous vous rendez compte? C'est très compliqué. Voilà. Donc aujourd'hui, tous les cadrans solaires que vous voyez, à condition qu'ils soient justes, parce qu'il y en a la moitié qui sont faux, parce que la tige est mal réglée, ou la graduation est fausse, il faut encore faire ces 3 corrections. Au lieu de ne pas sortir de l'auberge, c'est plus facile de regarder le téléphone. Hein. Voilà. Alors, j'expliquerai plus tout à l'heure comment on fait. Les cadrans, donc finalement, il reste leur aspect décoratif. C'est un instrument antique. C'est intéressant. Et souvent, ils sont décorés avec une devise philosophique, humoristique, poétique. Donc, celui de Saint-Julien-Chapteuil, on a mis une devise de Jules Robin. J'oublie les mots. Alors voilà par exemple les plus courantes, je vous en mets 2 ou 3. Ça veut dire, en parlant des heures qui passent, toutes blessent, mais alors la dernière tue. Mais il y en a qui nous ont déjà bien blessés. Hein. Carpe diem, elle est très très courante, ça veut dire profite du temps présent. Ça c'est... faut toujours l'utiliser celle-là. Il est toujours l'heure de ne rien faire. C'est pas sûr. Ils n'ont rien à nous que le temps. Bon, j'en ai mis quelques-uns. Ombre, encre de la lumière, encre du soleil, écriture de la lumière. Apollinaire. Bon, j'ai mis une photo pour illustrer ça, avec les rayons aussi. Chacun porte son ombre, et quelquefois elle est lourde. Hein. Celui-là, je l'aime bien, c'est un proverbe maori. Tourne-toi vers le soleil, l'ombre sera derrière toi. Donc il y en a plein. S'il y en a qui veulent s'amuser à en construire, j'ai des répertoires de... Ça, c'est une photo de Jeanne, si vous avez reconnu. Hein. Alors maintenant, comment ça marche? Ah, ça devient intéressant. Alors, il y a toujours des... Sans le soleil, je ne suis rien. C'est toujours rien. On n'est rien sans le soleil. Il n'y a pas de vie, il n'y a plus rien. Alors, on va expliquer comment ça marche. Donc, un petit rappel rapide sur la longitude et la latitude d'une sphère. C'est facile à repérer à n'importe quel point sur la sphère avec 2 coordonnées. Latitude, longitude. Nord, sud, ouest, est. Donc 2 valeurs nous permettent de trouver n'importe quel point. Par exemple, le BETS, on est à 45 degrés, 0,1 minute 12 secondes, et 4 degrés, 3 secondes est. Un petit rappel de notre système solaire. Alors, vous voyez ici l'orbite de la Terre autour du Soleil elliptique, c'est pas un cercle, et surtout, vous voyez l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. Alors évidemment, tout ça c'est bien illustré avec le géorama que vous connaissez par cœur. Alors, on va aller au pôle Nord. Là, au pôle Nord, on va monter un disque. On va monter un disque horizontal, posé par terre. On va planter le bâton. Et là, ça va bien parce que la Terre va tourner autour de son axe. Là, le Soleil, il est clair, comme ça. Et si on est sur la Terre, c'est ce qui se passe là, on voit bien l'ombre tourner.
Ah, j'étais mal placé. Là, vous avez le piqué par terre et l'ombre qui tourne sur le cadran. Donc 360 divisé par 24, 15 degrés à l'heure. Alors comme il y a des puristes ici, j'ai mis la Terre fait un tour en 24 heures, c'est pas tout à fait vrai. Vous alliez me reprendre, alors je l'ai mis. Ça fait 23 heures, 56 minutes et 4 secondes, en moyenne. Mais comme la Terre fait le tour du Soleil en 365 jours pratiquement, et que le tour fait 360 degrés, grosso modo, tous les jours on fait 1 degré sur notre orbite. Donc 1 degré c'est 4 minutes, donc on tombe bien sur nos 24 heures. J'ai dit en moyenne parce que comme l'orbite est elliptique, on va voir tout à l'heure que ça fluctue, des fois un peu en avance, un peu en arrière. Mais en moyenne c'est ça. Alors, évidemment, quand on est au pôle Nord, tout à l'heure je vous ai fait tourner, on n'a pas du tout l'impression de tourner. Là, actuellement, on est en train de tourner à 1100 km/h sur notre 45e parallèle, parce que nos repères, ils tournent avec nous. Donc, nous, quand on est au pôle Nord, on voit tourner le Soleil comme ça. Mais ça ne change rien. Vous voyez, l'ombre tourne pareil. Donc, sur notre cadran, il n'y a pas de changement. Mais nous, c'est l'impression qu'on a. On ne bouge pas. Et on voit tourner le Soleil. Nous, quand on regarde le Soleil, on dit, tiens, c'est pour ça que l'égocentrisme, c'est un jeu de mots qu'il a fait. Il est très bon, son jeu de mots. Alors, voilà, donc, on va au pôle Nord, on fait un disque gradué en 24 heures, 15 degrés, c'est hyper facile, aucun calcul à faire. Le problème, c'est qu'on n'a pas chaud là-bas, et puis qu'il y a l'ours qui vient vous renifler. Alors là, c'est pas confortable du tout. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va transporter ça chez nous, comme ça. Donc du pôle Nord, on va amener tout notre bazar, on va l'amener ici. Et là, on est content parce qu'on est sur le 45e parallèle, on retrouve notre plan équatorial parallèle à l'équateur, parallèle à notre disque qui était au pôle Nord. On a notre vertical, qui est le trait vert, et notre horizontal, où il y a les pieds de l'observateur, l'horizontal en bleu. Et ici, on a notre axe qui est parallèle à l'axe de rotation de la Terre. Ça fait que quand la Terre va tourner autour de son axe, et bien ici, il y a exactement la même chose qu'au pôle Nord. Ça va? Ouais. C'est ce que j'ai représenté quand je présente les cadrans, vous savez, j'ai ma maquette là, ma maquette au bête. On voit bien ici les deux axes parallèles. Ici le plan parallèle à l'équateur. Ici l'horizontal, le mur vertical. Et ici parallèle à l'équateur. Donc quand je fais tourner, l'ombre portée sur le mur ou sur le sol ou là-dessus me donne l'heure. Alors j'ai une autre maquette qui montre ça, vous l'avez déjà vu. Ici, ce plan-là, il est parallèle à l'équateur, et donc là, c'est gradué tous les 15 degrés, donc pas de calcul à faire, c'est très facile. Par contre, si je veux faire un cadran horizontal ou vertical, là, il va falloir faire une projection géométrique sur le sol ou sur le mur. Alors ça commence à être un peu plus compliqué, c'est de la géométrie, mais jusque-là, ça va encore. Parce que le problème, c'est que les murs des maisons, ils sont rarement plein sud. Parce que ça, ici, ma ficelle, elle est sud-nord. Et cette tige, elle est parallèle à l'axe de rotation de la Terre. Donc, quand mon mur tourne ici, vers l'ouest ou vers l'est, ça me fait une double projection. Je projette cette graduation sur ce plan-là, et ce plan-là sur le plan du mur.
Voilà. Donc ces deux maquettes servent à expliquer ce que je viens de vous dire. Alors on peut également, on n'est pas obligé de projeter sur un mur vertical, on dit déclinant vers l'ouest ou vers l'est, ou sur le sol, on peut aussi projeter sur un cylindre. C'est ce qu'on a fait avec le cadran qui est sur la place de Saint-Julien. On projette sur un cercle, qui est donc un cylindre, mais les projections sont des parallèles à l'axe de rotation de la Terre. Alors, si on projette sur un plan, on a aussi des parallèles, mais qui s'écartent très vite. Donc, en fait, le cadran solaire, on peut projeter sur n'importe quoi. Simplement, c'est plus ou moins compliqué de faire le calcul après. Bon, je reviens ici sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, à partir de ces cadrans-là, la correction et rajouter la troisième. C'est très compliqué. Donc, c'est pour cette raison que les cadrans que je fabrique, j'introduis directement le décalage. Je les gradue en heure d'été parce qu'on les gradue, on les utilise beaucoup plus l'été, on les regarde plus l'été que l'hiver. Puis bon, si on les regarde en hiver, on enlève une heure à l'heure lue. J'ai introduit donc le décalage dû à la longitude. Ça fait tourner les graduations. Et ça, on peut se le permettre parce que ça ne change pas, ça dépend du lieu où c'est installé. Donc ça, c'est fixe. Ça fait déjà deux corrections de moins à faire. Par contre, la troisième correction, c'est une courbe qui s'appelle l'équation du temps. Alors l'équation du temps, je ne sais pas bien pourquoi on l'a appelée équation, c'est une courbe. C'est une courbe de correction. Et cette courbe, elle donne la différence qu'il y a entre l'heure donnée par le Soleil et l'heure donnée par votre montre qui, elle, tourne parfaitement régulièrement. Alors, ces corrections, ces variations, elles sont dues à deux paramètres. L'orbite de la Terre est elliptique, ce n'est pas un cercle autour du Soleil. Donc on verra que de ce fait-là, la vitesse de révolution n'est pas constante. Et l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par rapport au plan de l'orbite, vous avez remarqué, l'axe des globes terrestres est toujours penché de 23,5 degrés. Donc ces deux paramètres vont nous introduire une variation périodique dans l'année, en fonction de la date dans l'année. Voilà. Et cette équation du temps, c'est la courbe en rouge, qui est la somme de deux sinusoïdes, la verte et la bleue. La bleue, elle est due à l'ellipticité, du fait que c'est une ellipse, l'orbite, et l'obliquité, c'est l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. Alors pourquoi? Alors, on va regarder plus en détail l'ellipticité. Donc, toutes les orbites de toutes les planètes autour du Soleil, ce sont des ellipses. Les ellipses, c'est un cercle particulier qui a deux foyers distincts. Un cercle, c'est une ellipse particulière où les deux points, ça c'est la définition de l'ellipse du jardinier, avec la ficelle. Les jardiniers, ils plantent deux piquets dans la terre et puis ils font une ellipse. C'est une jolie courbe, une ellipse, agréable à l'œil. Et si vous mettez les deux piquets ensemble, ça fait un cercle. Donc, l'ellipse, Kepler, il nous a mis ça en équation. Vous voyez, la Terre accélère quand elle est plus près du Soleil et elle ralentit. Enfin, c'est continu, parce que PowerPoint ne permet pas de faire une variation continue. Peut-être Adrien saurait faire, mais c'est compliqué. Donc, quand on est plus près, on se déplace plus vite. Alors pourquoi ça? C'est la deuxième loi de Kepler, qui nous dit que un corps qui tourne autour du Soleil met le même temps pour aller de A1 à A2 que de B1 à B2. Parce qu'on balaye des aires égales.
Les deux secteurs rouges sont de même surface, même aire. Donc on comprend bien qu'avec cette loi, plus on est près du Soleil, plus on se déplace vite. C'est le cas souvent des comètes qui viennent de très loin, elles tournent vite autour du Soleil, puis elles repartent pendant des années, des dizaines d'années. Donc ça se traduit pour nous, ici, vous voyez, donc sur cette zone-là, on va plus vite que sur cette zone-là. Et plus on est près, plus on va vite. Et cette variation, ben, c'est la partie bleue de l'équation du temps. Et ça monte à 7 minutes et demie au maximum vers le mois d'avril. Et moins 7 minutes et demie. Donc l'équation du temps, c'est ce qu'on rajoute à l'ombre lue. Donc dû au fait que l'orbite est elliptique, eh bien, il y a une erreur de 7 minutes, plus ou moins 7 minutes et demie, suivant la date dans l'année. Alors comme je vous ai dit, on va aller encore un peu plus loin sur l'équation du temps, puisqu'il n'y a que des astronomes ici. Cette excentricité, elle varie aussi dans le temps. Elle varie de 0,06 à 0,16. Non, de 0 à 0,06, pardon. Et ça, c'est dû à on l'a déjà expliqué, à l'attraction gravitationnelle des autres planètes. Plus on est loin, plus on tourne doucement. Mais quand elles s'alignent, eh bien, elles ont un effet qui se cumule et ça a une importance, ça a une incidence sur l'excentricité de l'orbite terrestre. Aujourd'hui, on est à 147 millions et 152 millions. Et là, on peut aller jusqu'à ces valeurs-là. Et au contraire, on peut aller quasiment jusqu'à l'orbite circulaire. Et ça met à peu près 100 000 ans, le cycle, pour faire ça. Ça fait que notre composante bleue de l'équation du temps, qui est due à l'excentricité de l'orbite, eh bien, va varier ici, vous voyez. Je vais passer dessus. Lorsqu'on a un cercle, évidemment, la Terre tourne parfaitement régulièrement, il n'y a plus de correction, il n'y a plus de variation. Puis au contraire, donc, quand on est loin, actuellement on est là, vous voyez, j'ai 7 minutes et demie, je vous ai dit, on peut aller de 0 à 9 minutes à peu près. Mais on a vu que c'était sur des périodes très longues. Deuxième paramètre, l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. Alors c'est pareil avec le globe que j'ai. J'ai gradué, j'ai fait un cercle autour qui correspond au plan de l'écliptique, et puis il y en a l'équateur ici. Donc si on mesure 45 degrés sur l'écliptique, et pardon, vous voyez ici nous sur la Terre, on mesure les heures sur les fuseaux horaires, qui sont des méridiens perpendiculaires à l'équateur. Ça va là, hein? Donc, quand vous avez 45 degrés ici, vous voyez, si vous projetez là, vous n'avez plus que 42,5 là. Parce que j'ai une inclinaison de 23 degrés et demi. Quand je suis ici, 0, 0, je n'ai pas d'écart. Quand je suis à 90 degrés, de nouveau, je n'ai pas d'écart. J'ai 90, 90. Donc, voilà. Quand la Terre a avancé de 45 degrés ici sur son orbite, eh bien, j'ai que 42,5 là. Parce que, donc si on veut s'amuser à le calculer, c'est l'angle mesuré ici, bêta, en fonction de alpha. Donc il suffit, c'est un calcul de projection. Je passe dessus. Hein. Mais,
pour nous, avec l'inclinaison qui est actuellement 23 degrés et demi, 23 degrés 26, on a ici plus de 2,5 degrés. Zéro, moins 2,5, plus 2,5. Voilà. Ça fait ça. 0, 10, 5, etc. C'est-à-dire, c'est la courbe verte cette fois. Vous voyez, la courbe verte, elle monte à 10 minutes. Alors évidemment, cette courbe, elle a pas du tout, elle est à fréquence double. Ça se fait, on passe 4 fois par 0, celle-ci seulement 2 fois par 0 dans la période. Donc on va faire une somme de 2 sinusoïdes qui n'ont pas la même fréquence. Mais là aussi, on sait que l'inclinaison de la Terre, de l'axe de rotation de la Terre, fluctue dans le temps. Entre 22 et 24,5. Actuellement, on est en diminution. Hein. Et la période, c'est 41 000 ans, le cycle. Donc voyons ce qui se passe. Donc quand je suis à 22 degrés, je suis en vert. Quand je suis à 22 degrés, eh bien, j'ai 6 minutes de correction au minimum, au maximum. Quand je suis à 24,5, j'ai 12 minutes dues à cette variation d'inclinaison. Mais là, j'ai poussé un peu le bouchon parce que, en réalité, c'est sur des périodes très très longues. Donc, notre cadran solaire, il ne va pas bouger d'ici là. Et il y a un troisième mouvement. Vous voyez que la Terre, elle a plusieurs mouvements. Elle a aussi son axe de rotation qui tourne. C'est une grosse toupie, la Terre. Comme ça. Donc, son axe, il tourne. C'est le mouvement de précession. Comme l'axe d'une toupie, mais en plus, l'angle varie. Et pas avec la même période, là c'est 25 800 ans. Donc quand on s'amuse, alors là j'ai pas fait pour... Je fais bouger qu'un truc à la fois. Hein. Là on a gardé l'excentricité de l'orbite et l'inclinaison constante. On fait bouger que le déphasage. Et vous voyez que quand vous faites bouger le déphasage, la courbe en rouge change. Mais en réalité, les trois paramètres bougent en même temps. Donc, si on s'amusait à le calculer, bon, ça c'est ce qu'on a aujourd'hui. Et ça c'est, voilà, c'est les valeurs qu'on a aujourd'hui, les maximums, le minimum. Et vous voyez, avec 2000 ans, 3000 ans, 5000 ans, vous voyez que ça bouge un petit peu. Ça fait que mon cadran de Saint-Julien, si dans 1000 ans, s'il y en a un qui n'est pas content, ben, il faudra qu'il vienne me déterrer. Non, mais ça c'est juste pour... Quand on parle d'astronomie, surtout quand on étudie un peu toutes les trajectoires et les mouvements, eh bien, c'est très compliqué. Tout bouge en même temps. Il n'y a rien qui tourne rond. Donc, ça nous va bien. Alors, évidemment, si on projette cette fameuse courbe ici, sur le sol ou sur un mur, eh bien, ça va nous donner cette fameuse courbe analème, qu'on appelle l'analème, et qu'on retrouve sur certains cadrans solaires. Moi, je n'utilise pas ça, je préfère utiliser la courbe à corriger, parce que ça, il faut bien la lire dans le bon sens. Juillet, août, février, vous voyez. Il faut savoir la lire dans le bon sens. Par exemple, sur le cadran de Saint-Michel Observatoire, bon, il y a la courbe en 8, l'analème, mais il faut encore être un spécialiste pour la lire. Voilà. Bon, j'ai fini un peu sur ce qui était le plus compliqué, maintenant c'est le plus simple. On va balayer un peu les différents cadrans qu'on peut fabriquer. Celui-là, il est à Lyon, enfin à Saint-Priest.
il fait 4 tonnes en granit. C'est un cadran équatorial, on voit la tige à 45 degrés quasiment, et il marche que l'été parce que derrière il n'est pas gradué. Il faut que le soleil soit suffisamment haut pour passer de ce côté du plan de... Celui-là vous connaissez. Alors, ces fameux cadrans qui sont équatoriaux, on projette sur un cylindre. Si on met une plaque derrière, ben on retrouve comme sur un mur. Et là, c'est symétrique parce que on est plein sud. Ils sont orientés toujours bien comme il faut. Bon, ça c'est celui-là, Quarniento, c'est la ville jumelée avec Coubon. Je leur en ai fait un. Celui-là, il est joli, il est à Madère. C'est un cadran équatorial. Au lieu d'avoir une tige, il a une sphère en verre et ça fait un point lumineux. C'est joli ça. J'ai dû rester au moins une demi-heure avant que le soleil sorte des nuages pour faire cette photo. Ah, celui-là, c'est notre ami Zelensky qui me l'a envoyé. Il a pris ça, je ne sais plus où, en Équateur, mais en Colombie. En Colombie. Ouais, et là, on est très près de l'Équateur. Alors, la tige, parallèle à l'axe de rotation de la Terre, elle est horizontale à l'Équateur. Et on projette ici, sur le cercle. Mais alors, là où c'est très rigolo, c'est que eux, ils ont mis une équation du temps en volume, comme ça. Et puis, il y a là, il y a l'explication en espagnol. Alors, j'ai traduit là. Donc, sur cette période-là, c'est écrit là, sur ces périodes-là, on regarde ce côté de l'ombre, le côté de l'ombre adéquat, et ça nous fait la correction. Parce que c'est rigolo. Et de ce côté-là, et sur ces périodes-là, c'est écrit là, on regarde de ce côté de l'ombre. Original celui-là. Hein. C'est pour ça qu'on peut faire des cadrans vraiment extrêmement variés. Mais bon, il faut savoir aussi s'en servir. Bon, ça c'est le fameux cadran bon, que vous avez beaucoup vu. Et celui-là, alors ça c'est pas moi qui ai inventé le principe, c'est l'abbé Guyot. C'est Alain qui m'avait fait passer un livre de l'abbé Guyot, quelqu'un qui a écrit sur l'abbé Guyot. C'est un curé du Forez qui a inventé ça en 1827. Alors lui, il avait juste mis une tige avec un trou, et puis ici, c'était droit. Donc j'ai modifié ça, Michel m'a fourni les lentilles. Et ici, donc, on a une distance constante entre la lentille. On a donc un point lumineux très brillant, qui est toujours bien net, comme ça, vous voyez par exemple là, et en fonction donc on fait tourner pour faire coïncider le point lumineux sur la courbe, et ici, eh bien, ça nous donne la date, par exemple là, 29 mars, et ici, comme on fait tourner, ça fait la correction de l'équation du temps directement. Donc ce cadran, il donne la date et l'heure exacte de la montre. Alors celui-ci, il n'existe nulle part. Juste ici, au Betz. Et puis il a même le réglage. Il a même le réglage été-hiver, vous voyez, avec les molettes. Voilà. Alors, il existe donc vertical. Donc vous voyez là, les gradations sont symétriques. Alors les angles sont plus les 15 degrés, ça varie, mais par contre c'est symétrique puisqu'il est plein sud. Mais le mur, il n'est jamais plein sud. Il est, par exemple, celui-là, il est sur ma maison aussi, en face de la fenêtre de la salle d'attente du cabinet dentaire. Comme ça, ils peuvent voir le temps qu'ils poireautent. Et il est tourné 48 degrés vers l'ouest. Donc, j'ai l'heure qu'à partir de 11h le matin. Alors, vous voyez que ici, la projection fait que ça se dilate ici et ça se contracte ici, les autres.
Oui. Quand tu as mal aux dents, ça fait du bien. Ça te le fait passer. Ça t'occupe à autre chose. Voilà. Ça va pas mal. Bon, ça c'est la mairie de Coubon, où justement il était tout effacé. Donc j'en ai fait un en aluminium, comme ça. Il va pas s'effacer celui-là. Et ça c'est des numéros de rue. Donc il ne va pas s'effacer. Et il y a la notice ici sur un pied qui est là. Alors on peut en avoir aussi... là c'est un mur qui est complètement tourné plein ouest. Voilà. Et puis le style est toujours parallèle à la rotation de la Terre, à l'axe de rotation de la Terre. Celui-là, j'avais pris la photo à l'observatoire de la Lèpre. Donc vous voyez, le soleil, alors ici c'est en fonction de la tangente de l'angle, hein, et donc ça va très, très vite, très loin, et ça marche bien sûr que l'après-midi ou que le matin, suivant qu'on est à l'est ou à l'ouest. Ça c'est un horizontal. Donc les horizontaux, ils sont très intéressants parce que s'il n'y a pas d'arbres et donc de maison, on a l'heure du lever du soleil au coucher. Alors là, j'ai trouvé un horizontal magnifique. C'est le plus au nord du monde, 78 degrés. Latitude nord. Enfin, 79. Au Spitzberg. C'est lourd, c'est Spitzberg, c'est bien après le Cap Nord. Hein. Donc, vous voyez, il est gradué, celui-là, sur 24 heures. Et en été, voilà ce que ça donne, en été. Vous avez le soleil de minuit, vous avez l'heure à minuit. Celui-là, il est à Narbonne, et je le trouve très beau, c'est une belle fontaine. Il y a l'eau qui coule à chaque heure. Ça, il est au musée, au jardin Henri Vinet, celui-là. Analématique. Alors évidemment, la précision ici est inversement proportionnelle à la tour de taille de l'observateur. C'est pas très précis. Donc, ça c'est Gérard, c'est ce dont je te parlais pour les écoles. Un cadran sur la cour de l'école, ou même peint comme ça, pour les enfants, je pense que ça leur plaît, ça c'est mes petits-enfants quand ils étaient petits. Ils étaient trop petits, ils levaient les bras. Donc on se place ici sur une échelle qui dépend de la date, et l'ombre vous donne l'heure. Donc s'il y a des écoles qui sont intéressées, ça peut leur faire un projet de le tracer par terre, dans la cour. Bon, alors maintenant, comment on fait pour réaliser le cadran? Bon, comme je vous ai dit, il suffit d'avoir maintenant la latitude, la longitude, et puis l'orientation du mur de la maison sur lequel on veut le construire. Ça, c'est pour ceux qu'on veut mettre sur les murs. Alors, c'est compliqué. Jusqu'en 1975, j'avais essayé d'en faire moi avant. Mais j'ai abandonné parce que d'abord, je n'avais pas le temps, et puis j'arrêtais pas de me tromper. Parce que, vous le verrez tout à l'heure, pour chaque graduation, c'est une formule longue comme ça. Et bon, forcément, si on va un peu vite, eh bien, on se trompe. Il faut tout recommencer, c'est pénible. Parce que jusqu'en 1975, on n'avait ni machine programmable, ni ordinateur. Les jeunes, ça doit les épater, ça. On n'avait que la règle, le rapporteur, la table trigo jaune, la règle à calcul, éventuellement. Et puis, avec ça, point. Débrouille-toi, un crayon et un papier. Alors aujourd'hui, c'est facile. Vous allez sur Google Earth ou sur Géoportail, c'est encore mieux. Géoportail, vous voyez, ça c'est ma maison à Coubon, là c'est le cabinet dentaire. La salle d'attente est là, j'ai mis le cadran là. Donc, je vais ici, là, à ce point-là, j'ai longitude, latitude, impeccable. Et ici,
il y a un outil qui vous donne l'azimut du mur. Ah oui. Vous avez un outil qui vous donne l'azimut, eh bien, ça fait que, ici, j'ai 138 degrés, moins 90, ça me calcule cet angle, celui-là, et mon mur est tourné de 48 degrés vers l'ouest. C'est le cadran que vous avez vu tout à l'heure, pendu au mur. Donc, c'est très facile aujourd'hui de trouver toutes les données pour calculer le cadran. J'en ai calculé un la semaine dernière, j'étais en Isère, pour des gens qui veulent refaire le cadran sur l'école publique, des gens qui s'occupent de l'association de sauvegarde du patrimoine, et à distance, je leur ai tout calculé. Alors voilà, maintenant avec Excel, c'est très pratique. On rentre ici longitude, latitude, orientation du mur et longitude. Mais vous voyez, par exemple, ici, rien que pour chaque ligne, cette formule-là, c'est celle-là, vous voyez. Tout ça là. Alors quand vous paluchez ça à la main, ben, vous arrivez forcément à vous tromper à un moment ou à un autre. Tandis que là, on rentre ça, on clique, plouf. C'est génial. Alors j'en ai fait pour vertical déclinant, c'est-à-dire avec le mur, ou non déclinant, mur plein ouest, plein est, horizontal, on peut calculer sur n'importe quelle surface. Et surtout, important, c'est ça. J'ai rajouté ici des angles qui correspondent au réglage du style. Parce que c'est très compliqué de mettre la tige qui sort du mur parallèle à l'axe de rotation de la Terre, avec précision. Donc, vous voyez ces angles-là, A, C et celui-là. Et bien ils sont là. Ça c'est l'angle entre le style et la verticale. C'est la 90 moins la latitude du lieu. Donc pour nous 45 degrés. Donc je fais des gabarits en carton, 45 degrés. On coupe le truc là, pour que ça soit bon. Et à ce moment-là, on règle pile poil l'angle. Après on prend une équerre. J'ai l'angle C ici et A. Donc j'ai mes trois angles. Voilà, pardon. Mes trois angles ici en jaune, 1, 2, 3. Et avec ça, je suis sûr que ma tige est bien réglée. Bon, ça c'était le premier que j'avais fait, j'avais mis un cardan pour ajuster. Mais bon, parce qu'il faut le sceller après, pour plus qu'il bouge. Voilà. Et après, bon, quand on veut lire, on regarde l'ombre, par exemple là, je lis 14h45 et comme je suis au, je ne sais plus combien, au 5 jours, 3 juillet, eh ben, j'ai 5 minutes à rajouter, ça fait 15 heures. Voilà. Donc c'est beaucoup plus facile à lire. Alors ça c'est un exemple de... C'est un cadran qui est à Nice, celui-là. Ça a été fait par je ne sais plus quoi, le père Recollet. Alors là, ils avaient eu du temps pour calculer tout ça, parce que alors ça, il a été fait au 19e siècle, je ne sais plus, en 1876. Et il n'y a pas de calculette. Tout fait à la main. Alors il est un peu abîmé parce que pour éviter que ça s'efface, ils avaient mis du fil de cuivre serti dans le mur. Alors on voit bien qu'il s'est cassé à certains endroits. Alors celui-là, il est quand même très complet parce que, vous voyez par exemple là, ici, il y a un trou, il y a une palette avec un trou. Et par exemple là, on est en hiver, 19 février, on lit, ça c'est, il faut le lire de ce côté. Donc c'est 9h05, on a légèrement passé la courbe de 9 là. Mais comme on est en hiver, il faut rajouter 1 heure. Et comme on est à Nice, on est à 7 degrés de longitude est, 7 degrés 16, il faut enlever 29 minutes. Donc, quand je fais tout ça, je trouve 9h36. Mais c'est compliqué, parce que si on se trompe de côté,
du 8. Mais là, celui-là, il est intéressant parce que vous voyez ici, il y a des hyperboles. C'est la ligne de l'extrémité de l'ombre, du style, en fonction de la date. On a donc, comme je l'ai fait sur celui qui est automatique en faisant tourner, on a la date, grosso modo, ben, moins précis, mais on a les mois, au moins les mois, et l'heure précise. Alors je suis admiratif pour un calcul comme ça au 19e siècle, tout à la main. Ça c'est la même chose à Saint-Michel l'Observatoire. Alors comme le mur il est pas plein sud, eh bien c'est tout tordu comme ça, mais donc c'est des... faut aimer la géométrie. Même principe. Voilà. Voilà, c'est fini. Donc les mots-clés dont il faut se souvenir, c'est l'axe du monde, l'axe de rotation de la Terre, la longitude, la latitude, l'orientation du mur par rapport au sud, l'orbite terrestre elliptique et l'inclinaison de l'axe de rotation. Voilà les mots-clés pour calculer le cadran. La base, c'est le cadran équatorial, gradation régulière 15 degrés par heure, projeté sur des surfaces variées. Le sol, l'horizontal, vertical, le mur tourné à droite, à gauche, un cylindre, etc. Et ça permet donc d'avoir une très grande variété artistique et technique de ces cadrans. Vous voyez, il y en a de toutes les formes. Je laisse une large part aux artistes. Alors il en existe, je termine, il existe des petits cadrans portatifs. Là, ça c'est le cadran du berger, je ne sais plus, ouais, non, de l'anneau du paysan. On fait tourner l'anneau en fonction du mois. C'est pas très précis. Non, très loin de là. Ça c'est le cadran du berger, l'autre celui-là. C'est un peu le même principe. Donc on a tracé en fonction de la date, on peut avoir l'heure comme ça. Et puis un cadran horizontal. Alors là il y a une boussole intégrée. Voilà. S'il y en a qui ont des questions. Avant, quand il y avait pas les gens qui avaient des cadrans solaires, qui vivaient avec les cadrans solaires, oui. c'était pas mal de l'équation du temps. Mais bien sûr. Les décalages et tout. Mais bien sûr. Il n'y avait pas la minute. Mais c'est pour ça que même ce que je fais actuellement, moi, au pire, on a 14 minutes d'erreur au mois de février, et au 1er novembre, on a moins 16 minutes. Ouais, ça, oui. Mais à part ces deux dates, tout le long de l'année, on est en dessous de 5 minutes, plus ou moins 5 minutes. Donc à la limite, à 5 minutes près, c'est bon. Et bien avant, les gens se contentaient largement du cadran solaire. Hein. Chez le dentiste, ça n'a pas d'importance. Ben, ça dépend. Ça dépend des minutes. On en a deux. Si c'est mon beau-frère, lui, il est toujours en retard, donc 10 minutes, c'est minimum. Par contre, Pierre, il est à l'heure. Beaucoup plus. Autrement, des questions techniques ou autres? Oui? Ton Excel, il te donne quoi comme résultat? Il te donne les angles des différents traits à mettre? Oui, oui, oui. Voilà, par exemple, ici, bon, j'ai une colonne, ici, ça c'est les angles, sans décalage horaire, avec plus 1 heure ou plus 2 heures. C'est la même chose décalée d'une ligne. Hein. Alors, celui-là, je vous le montre, mais en fait, j'en ai un qui donne les demi-heures aussi. Parce que si on fait des cadrans grands sur le mur, il faut faire des petits, comme j'ai fait à Coubon, il faut indiquer les demi-heures. Mais ça ne change rien. Comme c'est Excel qui calcule, qui est 20 lignes ou pareil. Donc ici, c'est des angles. C'est des angles de part et d'autre de la verticale. Plus ou moins, oui. Donc il me donne des angles. Donc moi j'ai acheté un gros rapporteur de l'école.
les rapporteurs de tableau. Il est grand comme ça. Et je le trace sur le mur. Voilà. Mais j'ai surtout ça. Ça, c'est vraiment mon invention, hein, parce que ça, avec les gabarits en carton, autrement, je ne sais pas comment on peut faire. Je ne sais pas comment ils faisaient avant.